Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de tutos Soft Translator 2014. Donc un logiciel qui permet de créer vos propres logiciels sans aucune connaissance en programmation informatique. Donc dans cette vidéo nous allons voir la correction de l'exercice 3. Donc si vous n'avez pas vu la présentation de l'exercice, je vous mets un lien en haut à droite qui vous permettra d'accéder à la présentation de l'exercice. Donc dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice. Donc vous devez créer un projet de type Krypton. Donc ça va vous créer une fenêtre Krypton. Donc dans cette fenêtre nous avons quoi? Nous avons déjà une palette Krypton. Alors une Krypton palette que vous pouvez trouver dans l'onglet Krypton juste ici. Et donc cette Krypton palette va vous permettre de un peu designer votre fenêtre. Donc dans les propriétés de votre Krypton palette, vous allez dans Common, Style Common, et donc là vous pouvez personnaliser le fond, le background de votre logiciel et les bordures. Donc dans le background, vous voyez que j'ai choisi la couleur rouge avec un dégradé noir par exemple. Donc voilà pour la partie Krypton. Ah oui, et j'ai aussi le Krypton Manager. Alors le Krypton Manager va vous permettre de copier le design sur toutes les fenêtres que vous allez créer. Donc dans Global Palette, vous devez mettre votre Krypton Palette. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc dans ma fenêtre principale j'ai une data grid. Alors là vous ne le voyez pas, mais si je la sélectionne, voilà, vous voyez la data grid. Donc si je lance le logiciel vous allez mieux voir. Donc voilà, donc j'ai ma data grid ici. J'ai 3 boutons, donc ajouter un produit, modifier un produit et supprimer un produit. Donc voilà, donc j'ai une fenêtre qui permet d'ajouter des produits, donc avec une textbox pour le nom du produit, un sélecteur de nombres qui me permet de choisir le prix du produit, et une textbox qui me permet de choisir la description du produit ici. Voilà. Donc j'ai une dernière fenêtre qui me permet quant à elle de modifier un produit. Donc là nous avons une liste déroulante qui stocke les produits qu'il y a dans ma base de données. Donc nous avons le sélecteur numérique qui permet de modifier le prix, et une textbox qui permet de modifier la description du produit. Donc nous avons aussi le bouton enregistrer qui permet de enregistrer les modifications. Donc voilà. Donc nous allons aller dans l'éditeur de fonctions de ma fenêtre principale. Alors dans la fonction FromLoad qui s'exécute au démarrage du logiciel, et ben nous avons en fait la fonction FromLoad va appeler d'autres fonctions. Elle va faire que ça. Donc elle va appeler la fonction qui permet de vérifier si une mise à jour est disponible. Elle va initialiser des variables. Alors là c'est pour éviter des bugs, je vais vous expliquer ça plus tard. Elle va appeler la fonction qui va permettre de créer les colonnes. Alors les colonnes c'est la colonne produit, la colonne prix et la colonne description. Donc voilà. Donc en fait on peut pas les créer directement depuis l'interface. En fait on est obligé de le créer avec la fonction dans l'éditeur de fonctions. Donc voilà. Donc comme il y a une base de données que j'ai enregistrée dans le dossier bin de mon logiciel, et on va se connecter à cette base de données, et ensuite on va appeler une fonction qui permet de lire et afficher les données de la data grid. Donc voilà. Alors déjà
ma base de données, la voici. Alors, j'ai une table que j'ai nommée logiciel, et dans cette table, j'ai ma colonne ID qui est obligatoire, qui permet de voir le numéro de la ligne de mon produit. J'ai la colonne produit qui stocke le nom de mon produit. J'ai le prix, la colonne qui permet de stocker le prix de mon produit. Et j'ai la description de tous mes produits, donc la colonne description. Donc voilà pour la base de données. La fonction initialisation variable. Qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, il y a un bug sur SoftwareZator, c'est que quand vous ajoutez des valeurs dans une variable tableau, en fait, il y a un bug. Quand vous ajoutez des valeurs dans une variable tableau pour la première fois. Donc, pour éviter ce bug, en fait, on va découper un texte. On va prendre l'action découper un texte. Et dans le texte concerné, vous allez par exemple écrire pop. Et vous mettez le caractère qui est au milieu de votre mot. Donc moi c'est O. Et vous sélectionnez la variable tableau que vous voulez initialiser. Donc voilà. Donc moi j'ai trois variables tableau. J'ai la variable tableau produit tableau qui stocke la colonne produit. Donc celle-là. J'ai la variable tableau prix qui stocke la colonne prix de ma base de données. Et j'ai une dernière variable tableau, description tableau, qui stocke la colonne description de ma base de données. Donc voilà. Donc je sélectionne ici ma variable tableau que je veux initialiser. Ensuite, je fais vider une variable tableau. Et je vide ma variable tableau que je veux initialiser. Donc voilà, donc je fais exactement la même chose pour les deux autres variables. Voilà. J'ai une fonction vidage DataGrid qui permet déjà de vider la grille de données. Donc en fait, elle efface toutes les lignes de ma grille de données. Et ensuite, elle ajoute les différentes colonnes. Donc voilà. Donc là, elle ajoute la colonne produit, prix et description. Voilà. On a la fonction lecture base de données qui permet de lire la base de données. Alors dans un premier temps, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vide les variables tableau. On sait jamais, pour que ça soit plus propre. Ensuite, on obtient le nombre d'éléments dans la base de données et on crée une boucle qui va parcourir toutes les lignes de la base de données. Donc voilà. Bon, moi j'ai qu'une ligne, donc la boucle elle va s'exécuter qu'une fois. Mais si vous avez 4 produits, et ben la boucle s'exécutera 4 fois. Et qu'est-ce qu'elle fait la boucle? Bah en fait, elle va lire les cellules une par une. Donc là, bah en fait, elle va lire la colonne produit. Et ensuite, elle va ajouter chaque élément dans la variable tableau qui s'appelle produit tableau. Voilà. Donc ensuite, elle fait exactement pareil pour la colonne prix. Donc elle lit les différentes cellules de la colonne prix et elle met les valeurs de ces cellules dans la variable tableau qui s'appelle prix tableau. Voilà. Et on fait exactement pareil pour la colonne description. Voilà. Ensuite, quand la boucle se finit, on appelle la fonction affichage de données. Alors cette fonction, elle est ici, la voici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, déjà, on appelle la fonction qui permet de vider la grille de données qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on vide la liste déroulante qui permet de supprimer
les produits. Donc il s'agit de cette liste déroulante qui permet de supprimer les produits qu'on veut. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a vidé la data grid et la liste déroulante, on crée une boucle qui permet d'afficher les données qui sont dans la variable tableau, enfin, dans les variables tableau. Donc voilà. Donc là, on crée une variable x qui va parcourir tous les éléments de nos variables tableau. Donc on obtient l'index x de la variable produit tableau. On fait pareil pour la variable prix tableau. Et on fait exactement pareil pour la variable tableau description tableau. Voilà. Et ensuite, quand on a récupéré les valeurs de ces variables tableau, on les ajoute à la grille de données, donc à la data grid. Donc ensuite, quand on les a ajoutés à la data grid, on les ajoute aussi à la liste déroulante qui permet de supprimer un produit. Donc voilà. Donc on a la fonction qui s'exécute quand on clique sur ce bouton, qui permet tout simplement d'afficher cette fenêtre là. On a aussi la fonction qui s'exécute quand on clique sur modifier un produit, qui en fait ouvre cette fenêtre là, qui permet de modifier un produit justement. Et on a ce bouton là qui en fait le bouton supprimer un produit, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, si la liste déroulante est invisible et que quand on clique dessus, et ben la liste déroulante est maintenant visible, et si je reclique dessus, et ben elle est invisible. Voilà. Donc en gros, ça permet de faire ça. Voilà, tout simplement. Donc comment fait-on cela? Et ben on va aller voir la fonction qui est liée à ce bouton, donc la voici. Donc alors on a un anti-double exécution qui permet d'éviter que la fonction s'exécute deux fois de suite. Ensuite on a une action qui permet d'obtenir la propriété visible de notre liste déroulante. Donc la valeur de cette propriété, on l'enregistre dans la variable vrai-faux. Et si vrai-faux, donc en gros, si ma liste déroulante est visible, donc si vrai-faux égale à true, et ben on dit que ma liste déroulante est maintenant invisible. Donc comment faire ça? On modifie une propriété de la liste déroulante. Là, donc il s'agit de la propriété visible, et on lui dit false. Voilà, on la bascule à false pour qu'elle soit invisible. Par contre, si vrai-faux est égal à true, donc si ma liste déroulante est visible, alors ben on fait le contraire. On bascule la propriété visible à true pour permettre de l'afficher, de la rendre visible. Donc voilà pour ce bouton. Ensuite, on a une fonction qui s'exécute quand on sélectionne un élément de la liste déroulante à supprimer. Donc cette fonction là, la voici. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Déjà on a un anti-double exécution. Donc voilà, pour pas que s'exécute deux fois de suite. Ensuite on détermine si le produit sélectionné existe dans la variable tableau produit tableau. Donc si elle n'existe pas, donc si vrai faux est égal à false, et ben on affiche un message d'erreur. Par contre, si elle existe, et ben on demande si on veut vraiment supprimer le produit. Donc comme ceci, je sélectionne,
Hop. Et là, il y a un message de confirmation. Donc, je clique non. Donc, quand on clique sur non, bah, il se passe rien, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, si on clique sur oui, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On obtient l'index du produit sélectionné. Donc, en gros, la ligne de mon produit. Par exemple, l'agenda virtuel, c'est 0. Ensuite, avec l'index récupéré, on supprime les données de ce produit. Donc, par exemple, là, on supprime l'index X de ma variable tableau, produit tableau. Alors, l'index X, je vous le rappelle qu'on l'a récupéré ici. Donc, on fait pareil pour la variable tableau, prix tableau. Donc, on supprime l'index X de la variable tableau, prix tableau. Et on fait exactement pareil pour la variable tableau qui stocke les descriptions. Donc voilà. Donc ensuite, on lance la fonction qui permet de supprimer tout dans la BDD. Alors je ne vais pas expliquer pourquoi on fait ça. Si vous voulez savoir pourquoi, bah, je vous conseille de re-regarder ou de regarder le chapitre sur les bases de données. Donc ensuite, on remet tous les éléments dans la base de données, sauf le produit sélectionné. Donc pour cela, on obtient le nombre de produits dans la variable tableau, produit tableau. Ensuite, on a une boucle qui parcourt la variable tableau. Ensuite, dans cette boucle, on ajoute tous les éléments qui sont stockés dans la variable tableau, produit tableau, et dans la variable prix tableau, et dans la variable tableau, description tableau. Donc voilà, on rajoute toutes les lignes, et avec tous les produits, tous les prix, toutes les descriptions, sauf le produit qu'on a sélectionné, donc qu'on voulait supprimer. Et ensuite, pour finir, on lit et affiche les données dans la data grid. Alors cette action là en fait permet de rendre invisible la liste déroulante une fois que le processus c'est fini, comme nous l'avons pu le voir. Donc on a la fonction vide et BDD. Donc cette fonction permet de supprimer tout dans la base de données. Alors on obtient le nombre d'éléments dans la BDD. Donc on stocke le résultat de cette fonction dans nombre de produits. On crée une boucle qui permet cette boucle elle incrémente x à chaque tour de boucle jusqu'à que x est égal au nombre de produits. Et donc à chaque fois que x est incrémenté, il supprime la ligne dans la base de données. Voilà, donc en gros elle supprime tous les éléments de la base de données. Donc voilà. Et donc ensuite on modifie la valeur de notre variable nombre de produits. On la bascule à 0, puisque là comme on a supprimé tous les éléments de la base de données, et il y a 0 élément, donc le nombre de produits est égal à 0. Alors on a la fonction vérifier une mise à jour. Alors ça je vous la montrerai à la fin. Donc on va s'intéresser à la fonction ajouter un produit. Donc enfin la fenêtre ajouter un produit. Donc on va aller dans l'éditeur de fonctions de cette fenêtre. Alors déjà dans la from load on n'a rien. Par contre dans la fonction qui est liée au bouton enregistrer, et qu'est-ce qu'on a? On a un entier double exécution qui est ici. Dans cet entier double exécution, on a des actions qui permettent de récupérer
les trois saisies ici qui permettent d'obtenir le nom du produit, le prix du produit et la description du produit. Voilà. Donc qui sont représentés avec ces trois actions-là. Ensuite, une fois qu'on a récupéré tout, et ben on teste si tous les champs ont été bien remplis. Donc avec cette condition, donc si TMP, alors TMP il représente le nom du produit. Donc si TMP est égal à, enfin est différent de rien du tout, et s'il est différent de votre produit, et si TMP2, alors TMP2 c'est je crois la description du produit. Donc si TMP2 est différente de rien et est différente de description de votre produit, et ben on va ajouter un élément. Par contre, si on a mal rempli les champs, et ben on affiche un message d'erreur. Par contre, si tout va bien, alors on ajoute une ligne à une table dans une base de données. Donc voici l'action. Alors le nom de la table, moi c'est logiciel, parce que je vous le rappelle, ma table ici, elle s'appelle logiciel. L'index de la ligne à ajouter, bah, c'est le nombre de produits. Alors le nombre de produits, il est égal au dernier ID. Donc là par exemple si j'ai 0 ici, et ben, ma variable sera égale à 1. Donc ce qui va me permettre de mettre le numéro 1 ici. Donc ensuite on remplit les différents colonnes. Voilà. Donc ensuite quand on a ajouté la ligne dans la base de données, on incrémente la variable nombre de produits de 1. Donc voilà, et ensuite on affiche, on lit et affiche les données dans la data grid. Voilà. Et ensuite on ferme la fenêtre. Donc je vais faire un petit exemple. Donc ajouter un produit, par exemple SZ par exemple. Le prix on va mettre 5 euros par exemple. La description logiciel, voilà, enregistré, et voilà, donc il s'affiche bien ici. Donc voilà pour cette fenêtre. Donc nous avons aussi la fenêtre modifier un produit qui est ouvert quand on clique sur le bouton modifier un produit. Alors cette fonction dans l'éditeur de fonctions dans la forme web, alors on commence par mettre les produits dans la liste déroulante. Donc c'est ce qui va nous permettre de choisir le logiciel qu'on veut, enfin le produit qu'on veut modifier. Donc voilà, donc on crée une boucle qui parcourt tous les produits et qui les ajoute dans la liste déroulante. Donc voilà. Donc on a une fonction liée à cette liste déroulante qui s'exécute quand on sélectionne un produit. Alors la fonction, elle est juste ici. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Bah déjà elle a un anti-double exécution. Ensuite, elle détermine si le produit sélectionné existe. Donc si il n'existe pas, bah, on fait rien. Par contre, si elle existe, et ben on obtient l'index du produit sélectionné. Donc, donc l'index on l'enregistre dans la variable x. Et ensuite, bah, on affiche le prix et la description liée à ce produit. Donc voilà, donc en fonction de l'index. Donc voilà. Donc ensuite on a une dernière fonction, donc BT save click, qui est exécutée quand on clique sur le bouton enregistrer, qui a déjà un anti-double exécution,
Ensuite, on détermine si le produit sélectionné existe. Alors oui, là, je sais pas pourquoi j'ai mis... j'ai déterminé si le produit existe, parce qu'on l'a déjà fait avant, mais c'est pas grave. Donc, s'il n'existe pas, on affiche un message d'erreur. Par contre, s'il existe, ben, on obtient l'index de ce produit, donc comme avant. Et ensuite, on modifie les valeurs dans la BDD. Alors là, on a l'action modifier la ligne d'une table. Alors la table concernée, c'est logiciel. L'idée de la ligne, bah, c'est l'idée du produit sélectionné. Donc pour moi, c'est X. Alors là, vous mettez la colonne. Donc là, par exemple, j'ai mis prix. Donc la colonne prix ici. Et j'ai mis la nouvelle valeur. Donc là, sa nouvelle valeur, bah, c'est ce qu'on a entré dans le sélecteur numérique. Donc voilà. Donc on fait exactement pareil pour la description. Donc sauf que là, la colonne, bah, c'est la colonne description. Donc celle-là. Et la nouvelle valeur, bah, c'est le texte qu'on a saisi dans notre textbox. Donc ensuite, on appelle la fonction qui permet de lire et afficher les données dans la data grid. Puis on ferme la fenêtre. Donc voilà pour la partie base de données. Alors il nous reste une dernière chose à voir, c'est quand on vérifie s'il y a une mise à jour. Donc voici la fonction qui permet de vérifier s'il y a une mise à jour. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors déjà, avant tout, dans mon serveur FTP, j'ai un fichier qui s'appelle last version. Et dans ce fichier, pardon, et ben on a le numéro de version, le dernier numéro de version de la dernière version officielle. Donc là, pour moi, c'est 1.0.0.0. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de mettre 4 chiffres séparés par des points. Voilà, donc on a ce fichier sur notre serveur. Et qu'est-ce qu'on fait? On va obtenir la version du projet. Alors on obtient la version de l'utilisateur en gros. Et on stocke ce numéro dans la variable TMP. Ensuite on se connecte sur le serveur FTP. Ensuite on télécharge le fichier. Donc le fichier qui s'appelle last version pour moi. Ensuite on le lit. Ensuite une fois qu'on l'a lu, on peut le supprimer pour éviter de garder des fichiers qui ne servent à rien. Et ensuite pour finir, on a une condition qui permet de comparer les deux numéros. Donc moi, TMP représente la version de l'utilisateur et TMP1 il représente la dernière version disponible. Donc là, moi, dans cette condition, je dis si TMP est différent de TMP1. Donc en gros, si la version de l'utilisateur est différente de la dernière version disponible, alors on affiche un message qui dit une nouvelle version est disponible, voulez-vous la télécharger. Donc voilà ce que fait cette fonction. Donc je lance le logiciel. Donc vous voyez que j'ai pas de message. Donc maintenant imaginons que le créateur du logiciel ait fait une mise à jour. Donc il a publié sa mise à jour. Donc qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? C'est qu'il doit aller sur le serveur et il doit changer le numéro de version dans son fichier qui s'appelle last version. Donc clic droit, afficher, éditer. Et donc par exemple la nouvelle version c'est la 1.1. Donc je vous rappelle que moi
je suis toujours en 1.0, hein. Donc je fais CTRL S, je quitte le bloc-notes, je coche ça et je fais oui. Donc je vous rappelle que la version est en 1.1, donc le numéro de la dernière version c'est 1.1. Par contre moi je suis toujours en 1.0. Alors comme vous pouvez le voir, vous allez dans paramètres, exercice, vous allez dans assembly, en bas, dans version du fichier et version de l'assembly, on voit que je suis toujours en 1.0.0.0. Et donc quand j'exécute, donc là les deux versions ne seront pas pareilles, et donc il va me proposer une mise à jour. Comme vous pouvez le voir, donc une nouvelle version est disponible, la version 1.1.0.0 est disponible. Pourquoi? Parce que le fichier qu'il a téléchargé, et ben dans ce fichier il y a le numéro 1.1.0.0 et ma version à moi c'est pas la même, voilà. Donc moi j'affiche juste un message, hein. Mais vous pouvez afficher une page web qui permet de télécharger votre nouvelle version, hein. Voilà. Ou alors directement mettre le setup dans votre serveur et télécharger depuis le logiciel le setup et le lancer. Donc voilà. Alors quand vous publiez une mise à jour, alors déjà quand vous avez fini votre mise à jour, ce que vous devez impérativement faire, c'est aller dans les paramètres du projet, dans Assembly, et de changer votre numéro de version. Donc comme ceci. Donc là, je fais exécuter. Donc là j'ai changé le numéro de version. Donc maintenant j'ai mis le même numéro de version que dans le fichier sur le serveur. Donc normalement il me proposera pas de mise à jour. Donc voilà. Donc voilà, quand vous avez fini votre mise à jour, vous changez le numéro de version et vous mettez le même numéro dans le fichier qui est sur votre serveur. Voilà. Comme ça, les utilisateurs qui auront la dernière version, ils n'auront pas de message. Par contre, les utilisateurs qui auront une version antérieure, ils auront un message. Donc voilà. Donc on en a fini pour ce tutoriel. Donc j'espère que vous avez aimé cette correction. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.